à tous. Parfois, le nouveau monde caricature l'ancien et les politiciens refont des gestes qu'ils ont déjà vu faire, qui appartiennent à l'histoire. Et ils pensent ainsi entrer eux-mêmes dans l'histoire de plein pied, comme des enfants qui se déguisent et qui, illico, deviennent Astérix ou Superman. Cette semaine, le président américain a donc accueilli sur la pelouse de la Maison-Blanche des dirigeants arabes et le Premier ministre israélien. Et il a béni la signature entre eux d'accords de quelque chose qui ressemble à un accord de paix. Et un quart de siècle après, donc, Donald Trump avait à la fois le même sourire et la même fausse modestie que Bill Clinton accueillant Isaac Rabin et Yasser Arafat pour signer la paix d'Oslo. Et cette semaine, comme il y a 26 ans, on a parlé d'un moment historique, d'un nouveau Moyen-Orient, de l'amitié entre les peuples qui est toujours mutuellement profitable. Alors, est-ce que c'est du vent ? Est-ce qu'on se berce d'illusions ? Est-ce qu'on vient d'enterrer l'État palestinien à l'endroit même où on avait fondé l'espoir il y a un quart de siècle ? Qu'est-ce qui a changé ? Bonjour, Qatar Abou Diab. Vous êtes politologue, vous enseignez, vous êtes chercheur aussi à l'Université Paris-Sud. Vous êtes l'auteur de nombreuses études sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Vous avez longtemps collaboré au Cahier de l'Orient avec le regretté Antoine Sfer. Et vous aviez signé un dictionnaire de l'islamisme. C'est votre dernier livre, il y a une dizaine d'années. Vous écrivez rarement en français. Et je vous pose la question parce que cette semaine, on a appris la fin de la revue Le Débat, dont ses fondateurs ont sabordé en disant qu'avec l'information continue et le numérique, il n'y avait plus vraiment de place pour l'écrit. Vous partagez ce constat ? Écoutez, vraiment, on constate que la presse écrite, en général, est en crise profonde. Malgré tout, moi, je regrette beaucoup qu'il y a des amis qui disparaissent ou des revues qui ne sont plus là, comme Géopolitique, où j'ai coopéré aussi longtemps avec des gens très brillants comme le général Gallois, Paul-Marc Henry, Marie-France Garot, ou comme Antoine Sfer au Cahier de l'Orient, et aussi Arabis de Yasser Hawari, qui a été un bon produit. Mais ça, c'est l'histoire de la presse, une revue chasse l'autre, mais ça se renouvelle. Mais là, par exemple, de nouveau, j'ai l'occasion de réécrire en français avec Arab News, un site saoudien qui vient de commencer en France les 14 juillet. Oui, c'est un site en Arabie Saoudite qui a été en anglais et maintenant il commence à avoir des sites en langue étrangère, français, japonais, etc. Bienvenue et bonjour à Bruno Fanucchi. Vous êtes journaliste, grand reporter, vous avez présidé l'Association des journalistes de défense et l'Association de la presse diplomatique. Vous suivez de près l'actualité africaine, vous collaborez au site L'Afrique aujourd'hui et vous êtes un spécialiste de la Côte d'Ivoire. Vous allez nous dire s'il faut s'inquiéter de la tension qui règne sur place et même de la flambée de violence qui marque le début de la campagne électorale, alors que cette semaine, les autorités, le Conseil constitutionnel ivoirien, a révélé qui étaient les candidats de la prochaine présidentielle en octobre. Il n'y a que 4 candidats et de la compétition sont exclus à la fois l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui tous les deux vivent en exil en Europe. Et à Paris, Bruno, on a l'impression que vraiment la campagne électorale bat son plein. Il y a, que les gens se passionnent pour cette campagne comme ils se passionnent pour la campagne américaine, alors qu'ils ne votent ni pour l'élection du successeur de Donald Trump, ni pour la reconduction d'Alassane Ouattara. Il y a une vraie passion. C'est effectivement à Paris que la campagne électorale ivoirienne a commencé, puisque le président Alassane Ouattara a voulu être reçu à l'Élysée. Le président Macron a longtemps hésité, ce n'était pas à l'agenda officiel. Cette rencontre n'a jamais été annoncée, elle a quand même eu lieu le 4 septembre dernier, et ça suffisait pour le président Alassane Ouattara, qui a tweeté tout de suite en sortant de l'Élysée que tout s'était bien passé, y compris pour la présidentielle, de manière paisible le 31 octobre prochain. D'accord. Alors on va voir comment les choses risquent de se dérouler, comment ça se passe aujourd'hui, quel rapport de force en Côte d'Ivoire, mais on va commencer donc avec ces accords qui ont été signés, ces accords historiques à la Maison-Blanche. Et Sarah Samia Anfis revient sur les événements donc historiques
de ce mardi. Un nouveau paysage géopolitique est en passe de se profiler au Moyen-Orient. Sous l'égide des États-Unis, Israël a signé mardi des accords historiques avec Bahreïn et les Émirats arabes unis à Washington. Le président américain a reçu en grande pompe le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les chefs de la diplomatie de Bahreïn et des Émirats à la Maison-Blanche. Et lors de cette cérémonie solennelle, Donald Trump a assuré que 5 à 6 pays arabes sont sur le point de normaliser eux aussi leurs relations avec l'État hébreu. Ces accords serviront de fondation pour une paix générale dans toute la région, ce que personne ne pensait possible, certainement pas en ce moment et dans plusieurs décennies, fondés sur des intérêts partagés, le respect mutuel et l'amitié. Devant un parterre de journalistes, les 4 homologues ont ratifié ensemble ces accords qui bouleversent les équilibres au Moyen-Orient. Je me tiens ici, aujourd'hui, pour tendre une main de paix et recevoir une main de paix. Dans notre foi, nous disons « Ô Dieu, tu es la paix et de toi vient la paix ». La recherche de la paix est un principe inné, mais les principes sont réalisés lorsqu'ils sont mis en action. Aujourd'hui, nous assistons à un changement au cœur du Moyen-Orient, un changement qui donnera de l'espoir dans le monde. En parallèle d'un appel commun à la paix dans la région, les 2 pays du Golfe ont normalisé leurs relations avec Israël sur fond de coopération économique et stratégique. Et lors de sa visite, le chef de la diplomatie émirati a alors remercié son homologue israélien pour avoir stoppé l'annexion des territoires palestiniens dans le cadre de ces accords. Mais du côté de Benjamin Netanyahou, il ne s'agit que d'un simple report. La question palestinienne est d'ailleurs restée en arrière-plan de cette rencontre. Le Premier ministre israélien a préféré insister sur ce nouvel équilibre des forces au Moyen-Orient. Tenons-nous au-dessus des divisions politiques. Mettons tout cynisme de côté. Sentons aujourd'hui le pouls de l'histoire. Car bien après que la pandémie soit terminée, la paix que nous faisons aujourd'hui perdurera. En normalisant leurs relations avec des pays arabes, Israël et son allié américain affirment vouloir mettre fin au conflit israélo-palestinien. Mais en Cisjordanie comme à Gaza, la signature de ces accords est vécue comme une trahison des monarchies arabes à la cause palestinienne. Et la suite a donc été les tirs de roquettes à partir de Gaza et la riposte israélienne instantanée avec des bombardements aériens de l'enclave tenue par le Hamas. Qatar Abou Diab, est-ce que vous imaginiez d'abord, quand vous avez assisté à la signature des accords d'Oslo, que ça pourrait dégénérer et se terminer comme ça ? Vraiment, si on revient aussi, on peut revenir à Camp David, à Jimmy Carter et Anwar al-Sadat. Là aussi, Begin, il est parti comme ça, mais Anwar al-Sadat a payé de sa vie la paix. Et aussi Yitzhak Rabin, comme Yasser Arafat, l'ont payé quelque part. Ouais. Et pour cela, c'est une région bien sûr compliquée, mais c'est un grand défi. Avec le temps, les auteurs sont fatigués et il y a de nouveaux changements stratégiques depuis l'arrivée des Américains à Bagdad en 2003 et avec la montée de la Turquie comme de l'Iran, il y a un nouveau rapport de force, ce qui fait qu'Israël devienne un acteur dans ces paysages. Et pour cela, ces paysages changent dans ce sens où 3 forces régionales partagent un pays, le monde arabe. Le monde arabe, donc, est traversé par ces 3 forces régionales. Et pour cela... Les 3 forces régionales, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran et Israël. Mais ce que vous nous dites, c'est que la cause palestinienne est complètement dévaluée et que ce n'est plus pour ou contre un État palestinien ce qui définit la politique des États arabes, c'est en revanche leur relation avec leur peur de l'Iran. Exactement. Et leur peur de la Turquie et des frères musulmans. Oui, mais surtout, il y avait toujours un mensonge historique. C'est-à-dire les pays arabes, ou les régimes arabes plutôt, qui manquent de légitimité profondément, prenaient la cause palestinienne comme alibi. Et pour cela, on a parlé beaucoup de la libération de la Palestine. Mais dans la pratique, rien C'était la cause sacrée. C'était la cause sacrée. Ça reste dans l'imaginaire peut-être. Mais là, ça reste très vivant au Maghreb, mais maintenant, par lorsqu'on exemple. remarque maintenant les réactions
les réactions se sont limitées donc à Gaza. Il n'y avait pas de réaction populaire comme avant. Comme j'ai dit, les auteurs sont fatigués. À Gaza même. Les rues arabes sont fatiguées. Et aussi, le Coran a peut-être quelque chose dans cette réaction modeste. C'est-à-dire que 25 ans après Oslo, vous pensez que la cause a épuisé tous ceux qui la soutenaient et que c'est devenu un conflit subalterne? Avec l'évolution du temps et le fait que les Palestiniens sont toujours divisés, il faut voir ça aussi. C'est-à-dire il y a plus ou moins comme un émirat musulman à Gaza, avec l'aide de la Turquie, du Qatar, la compréhension de l'Égypte et d'Israël. Et il y a de l'autre côté une autorité palestinienne figée, qui n'a plus aucune autorité. Qui n'a plus aucune autorité, sauf sa liaison sécuritaire avec Israël et l'argent qui vient à travers les douanes israéliennes. Donc voilà, le peuple palestinien a une mauvaise direction. C'est-à-dire le mouvement de libération nationale palestinien, ce n'est pas un véritable mouvement de libération nationale. Alors, il y avait un plan de paix derrière lequel tous les pays arabes se retrouvaient, qui était le plan de paix de 2002, édicté, qui avait été révélé par les Saoudiens à Beyrouth en 2002. Et ce plan de paix prévoyait donc la reconnaissance d'Israël en échange de l'instauration d'un État palestinien sur les frontières de 67. Ça, c'est Israël n'a jamais reconnu ça. C'était la position officielle. Et Israël officielle. n'a jamais accepté ça. Et Israël avait toujours l'obsession de sa sécurité jusqu'au bout. Et donc, les frontières de 67 ont Voilà. été effacées. Voilà. Il n'y a plus de frontières de 67. Voilà. Il y a un territoire de la Cisjordanie qui est mité. Exactement. Il y a un changement. C'est-à-dire, Oslo n'est pas appliqué et pratiquement, même avant ces accords d'hier ou ces accords de cette semaine, on a l'impression que l'histoire de la solution des États devient un mirage. C'est pas, car enfin, les Israéliens, avec les faits accomplis. Mais le problème, comme les Arabes ou les Israéliens, les deux parties, les Palestiniens comme les Israéliens, sont devenus les champions des occasions manquées. Par exemple, sous Clinton même, en l'an 2000, il y avait un certain Camp David II, sous l'égide de Clinton, avec Barak et tout ça. Mais à l'époque, ce qui a été proposé aux Palestiniens, de récupérer presque 90% de la Cisjordanie. Peut-être les Israéliens n'étaient pas à l'époque très sincères dans cette concession. Mais Arafat, à cause de Jérusalem et à cause des conseils des uns et des autres, il a dit, pour sauvegarder Jérusalem, il n'accepte jamais ça. Et à mon avis, comme ça, les occasions... Selon vous, il a eu tort. Il aurait dû prendre et puis il aurait négocié la suite. Oui. Mais en fait, il n'y avait pas la confiance, donc ça ne pouvait pas marcher. Et il y a aussi la guerre d'Irak et toutes les suites, mon ami, qui ont fait les changements régionaux énormes. On ne remettra pas le dentifrice dans le tube. C'est fini. C'est terminé. L'histoire, elle est passée. L'histoire est passée. Il n'y aura pas d'État palestinien tel qu'on l'a rêvé à Oslo ou sur les pelouses de la Maison-Blanche. Pratiquement, cette histoire d'État palestinien, maintenant, elle est finie, car en fait, avec cette tendance à l'intérieur d'Israël et avec aussi ces déchirements arabes et cette faiblesse du monde arabe. Mais je pense plutôt à un autre défi pour les Israéliens. Les Israéliens tentent d'éviter le fond du problème, le problème domestique palestinien. Pour moi, c'est un problème domestique palestinien. 5 millions d'Arabes palestiniens qui vivent en Gaza et Cisjordanie et à l'intérieur des territoires israéliens. Donc, et un jour, ce serait un État binational. Ça dépend si c'est un État juif. Mais cette population ce serait un État pour les Juifs, mais pas un État juif. Car c'est la pratique. Donc le défi reste entier pour les Israéliens. C'est la réalité, car en fait, même dans l'armée israélienne, il n'y a pas seulement, comme on dit, des Druzes ou des Bédouins. Il y a aussi des Arabes palestiniens dans l'armée israélienne. Et donc pour cela, pratiquement cet État devient binational et un jour, ça doit être ça. Avec cette solution, peut-être on peut faire la paix un jour, la véritable paix. Maintenant, on fait de la normalisation. Mais il y a une différence entre normalisation et paix. On a vu la question côté israélien. Tout est à reconstruire, tout est à refaire. Et côté palestinien, malheureusement, pour eux, c'est désormais un conflit subalterne de basse intensité dans un petit recoin de l'ancien empire ottoman. Et ça laisse indifférent les populations du monde arabe, même si la question de Jérusalem, reste sur le plan symbolique très importante. Oui. Expliquez-moi maintenant l'attitude des Émirats du Golfe. Pourquoi les Émirats arabes unis
et pas Oman, et pas... Pourquoi au Bahreïn et pas ses voisins? Vous savez, on a imaginé que ce serait du côté d'Oman. Oman, le sultanat d'Oman, ça a été le seul pays qui n'a pas boycotté l'Égypte après les accords de Camp David. Le sultanat d'Oman, qui n'est pas sunnite parmi ces conglomérats des États du Golfe, il est ibadite et il a des liens avec l'Iran. Il a joué un grand rôle dans la conclusion de l'accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis d'Obama. On a imaginé, avec la visite de Netanyahou chez Qaboos, l'ancien sultan, que tout était possible. Non, la surprise venait des Émirats arabes unis. Pourquoi? À cause de la présence de l'homme fort des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed. Le prince héritier. MBZ, le prince héritier. Ce prince héritier, depuis la fin des années 80, il se montre comme quelqu'un lucide et il voyait les développements régionaux. Il voyait à côté l'Iran construire un empire ou un projet impérial jusqu'à la Méditerranée, la Turquie qui monte avec les frères musulmans. Donc lui, il joue la carte Trump, la carte Poutine. Alors. Et il joue donc maintenant pour fortifier cette orientation. Il pense que la solution pour lui, d'aller faire la paix avec Israël pour ouvrir une nouvelle ère pour le monde arabe. C'est ça la philosophie des MBZ. D'accord. Il croit en fait à la politique initiée par Donald Trump. Donald Trump a réellement changé les choses au Moyen-Orient? Je pense que c'est Kushner plutôt, les gendres de Trump, qui a ficelé ça avec j'ai cru que vous parliez de MBZ. notre ancien. Je pensais que vous passiez d'un ancien ministre français, Non, le French doctor. c'est pas Déjarib. Non. C'est Kushner, donc le gendre du président Le Trump. gendre du président, voilà. C'est lui donc qui a initié, qui a travaillé ça. Mais à la place d'un accord des siècles, comme on parlait de ces grands marchandages, on a été obligé, pour des raisons électorales liées à Trump, pour des problèmes internes liés à M. Il est en campagne permanente, ça fait 4 ans. C'est commode pour tout le monde. Et pour MBZ, c'est un moyen de sauvegarder sa place dans la construction de ce nouveau Moyen-Orient, de ce nouveau Golfe. Attends. Je vais résumer juste d'un mot. Vous avez, au début de son mandat, le premier voyage qu'a fait Donald Trump, c'est pour aller en Arabie Saoudite. Voilà. Et il a proposé un deal, visiblement, aux Saoudiens à ce moment-là. La fin du djihad, arrêter de financer les fous de Dieu, et en échange, je vous assure votre sécurité face à l'Iran. C'est bien ça? Oui, mais ça n'a pas été fait. Et la preuve, lorsque les Saoudiens ont reçu le coup de l'Iran en septembre 2019, avec la grande attaque d'Aramco, avec les grandes attaques de Houthi, les Saoudiens constatent de plus en plus qu'ils sont seuls. Malgré tout l'argent versé, oui. La garantie américaine. Malgré tout l'argent versé aux États-Unis, malgré les accords de défense avec la France, la Grande-Bretagne, etc. Et pour cela, MBZ, à travers cette démarche, il pense qu'il ouvre un moyen de protection des pays du Golfe, car il pense que cette liaison avec Israël protège les pays du Golfe sur le plan de sécurité. Merci beaucoup, Qatar Boudiaf. Bruno Fanouki, à côté, la Côte d'Ivoire, c'est tout simple. Hein. C'est un pays qui a des voisins, eux aussi, un peu encombrants, mais c'est quand même plus simple. Donc, nous avions lundi, on attendait pour le milieu de la semaine la révélation du nom des candidats à la prochaine présidentielle. Et puis, coup de théâtre, le Conseil constitutionnel à Abidjan a devancé l'appel et 48 heures avant le moment prévu, il a dévoilé qu'est-ce qu'allait être la campagne. On va regarder le résumé de tout ce qui s'est passé à Abidjan lundi avec Laurent Leleu. En Côte d'Ivoire, la liste des candidats retenus pour participer à la présidentielle d'octobre est désormais connue. Ils sont 4 sur les 44 candidatures déposées. Henri Konan Bédié, Kouadio Konan Bertan, Pascal Afien-N'Guessan et Alassane Ouattara, le président sortant, qui, malgré la controverse autour de sa candidature pour un 3e mandat, sera bien présent sur la liste du 31 octobre prochain. Le Conseil constitutionnel jugeant que la Constitution de 2016 consacre une nouvelle République et qu'elle remet par conséquent les compteurs à zéro, permettant donc à Alassane Ouattara de se représenter. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2.
Afi Nguessan Pascal. 3. Bédié Conan Aimé Henri. 4. Kouadio Conan Bertin. La Cour a aussi rejeté les candidatures de M. Gbagbo et Soro, qui sont tous les deux radiés des listes électorales après avoir été condamnés par la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo, dans l'attente de son procès en appel pour crime contre l'humanité, est toujours en liberté conditionnelle en Belgique et M. Soro, lui, a été condamné en avril à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Que le dossier de candidature de M. Soro Kibafouri Guillaume n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral, qu'il s'ensuit que la candidature de M. Soro Kibafouri Guillaume doit être déclarée irrecevable. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 du Code électoral et doit en conséquence être déclaré irrecevable. Des décisions qui risquent de ne pas apaiser la colère des opposants à Alassane Ouattara. En effet, lundi matin, alors que la décision du Conseil constitutionnel n'était pas connue, des manifestations et marches contre la candidature du président sortant se sont terminées par des affrontements avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de mener des actions vigoureuses sur le terrain. Nous allons employer tous les moyens pacifiques et démocratiques, des marches, des sit-ins, en tout cas toutes les manifestations possibles pour nous opposer à ce troisième mandat. La crainte de violence encore plus meurtrière à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte, 10 ans après la crise née de la présidentielle 2010 qui avait fait 3000 morts après le refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara. 3000 morts, c'est énorme, c'est considérable, et ça n'a pas, en quelque sorte, découragé les Ivoiriens de s'abandonner à la passion politique. Alors je crois que ce qui s'est passé il y a 10 ans, personne, pas un seul Ivoirien ne veut le revivre. Et pourtant, les politiques sont souvent aveugles. Mais on a les mêmes acteurs, on a Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié. Ce sont les mêmes qui étaient déjà en scène il y a 5 ans, qui étaient en scène il y a 10 ans, et qui étaient même en scène il y a 20 ans. Peut-être pas Soro, quand même. Je pense qu'il est plus jeune. Oui, mais c'est extraordinaire. Il y a une forme de stabilité avec des gens qui sont incroyablement déterminés, obstinés, et qui considèrent que c'est à eux que doit revenir le pouvoir et qu'ils vont réussir à l'obtenir. Je crois que sous toutes les latitudes, ça serait même valable en France, le pouvoir tourne la tête. Et quand on y est, surtout en Afrique, avec une logique clanique, on s'y accroche. Et tout votre entourage ne pense qu'une chose, que vous restiez au pouvoir. Car autrement, vous lâchez tout, ils ne sont plus rien. Mais quand Alassane Ouattara, il y a 6 mois, a annoncé qu'il allait passer la main, il a d'ailleurs été félicité à Paris de ce courage et de cette, en quelque sorte, de cette sagesse. Et donc, il n'allait pas chercher à se maintenir en faisant valoir qu'il y avait une nouvelle constitution, et donc il pouvait faire 2 mandats de plus. Quand il a annoncé ça, est-ce que ses partisans ont été déçus, se sont sentis spoliés, ou est-ce que, comme il y avait un Premier ministre qui allait prendre la succession, leurs intérêts étaient garantis? Certains ministres, même d'Alassane Ouattara, comme Mme Camara, ministre de l'Éducation, ont pleuré ce jour-là. Voilà, le leader s'en allait. Mais il passait la main à son enfant chéri, Gon Coulibaly, dont personne ne pouvait imaginer qu'il allait mourir en juillet dernier, si ce n'est qu'il avait été opéré du cœur il y a quelques années à Paris. C'est une trajectoire extraordinaire, ce Premier ministre, parce qu'en fait, il s'est sacrifié, en quelque sorte. Il s'est sacrifié ou on l'a sacrifié, parce que quand on l'a mis en scène pour devenir le candidat officiel du RHDP, tout le monde, à commencer par Alassane Ouattara lui-même, savait sa santé fragile. Oui. Voilà, il a passé 3 mois en France pour des examens en mai et juin. Oui, avec une longue convalescence, et finalement, son cœur a lâché. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? Est-ce que vous pensez que d'ici la fin octobre, c'est la date de cette élection, d'ici le 31 octobre, on risque d'avoir une sorte de Toussaint sanglante qui se prépare? Je crois que malheureusement, pour moi qui connais bien la Côte d'Ivoire et qui ai des amis dans tous les camps, je crois que tous les ingrédients sont déjà là pour rallumer la guerre civile. Ouais. On a vu en août dernier déjà des affrontements dont on a peu parlé, mais il y a eu plus de 26 morts, de très nombreuses arrestations. Voilà le climat dans lequel va se dérouler
le scrutin dit apaisé, selon le président. Alors ça veut dire quoi? Ouattara. Ça veut dire que la guerre civile qui a eu lieu en Côte d'Ivoire n'a pas suffi à purger cette vindicte, cette volonté de... Oui, parce que le processus de réconciliation nationale n'a jamais été jusqu'au bout. On a amnistié quelques personnes, certains sont rentrés au pays, mais beaucoup encore sont à l'étranger, ou maintenant sont dans les prisons. Alors vous qui avez observé de près toutes ces années en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un déni de justice, par exemple, vis-à-vis de Laurent Gbagbo, dont on sait qu'il a passé 7 ans à être jugé par la Cour pénale internationale avant que celle-ci ne découvre qu'il n'y avait rien dans le dossier qui permettait de le condamner? C'est quand même extraordinaire qu'il soit blanchi au bout de 7 ans, mais comme la procureure a fait appel, il ne peut toujours pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et de toute façon, il ne pourrait pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il est aussi condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est la faillite de la Cour pénale internationale. C'est pas la responsabilité du pouvoir actuel. Mais je crois que la justice ivoirienne ne vaut pas mieux. C'est une justice complètement aux ordres. On l'a vu tous ces derniers temps. Vous n'avez pas confiance dans la justice J'ai de la déjà Côte peu d'Ivoire? confiance dans la justice de mon propre pays, mais encore moins dans celle de la Côte d'Ivoire. Ouais, les journalistes sont souvent un peu cyniques, il faut avouer. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un moyen d'échapper à cette fatalité du pire que vous dénoncez? Ce bain de sang qui semble s'approcher. Un homme s'est levé le 31 août, c'était le cardinal archevêque d'Abidjan, qui sort rarement de sa réserve pour parler un tout petit peu politique et qui a, si je puis dire, même supplié le président Alassane Ouattara de respecter la Constitution et le droit et de revenir au dialogue et à la concertation. Voilà, et avec cette petite phrase assez courageuse, je pense que la candidature du président Ouattara n'est pas nécessaire à mon humble avis. Est-ce que la France s'est piégée dans son soutien à l'un des candidats? Oui, complètement. Le 5 mars, quand le président Ouattara a annoncé devant le Congrès réuni exceptionnellement à Yamoussoukro qu'il ne se représenterait pas pour un 3e mandat, d'ailleurs la Constitution lui interdit, si on lit bien les textes. Non, ça c'est incontestable. Tous les plus grands. C'est très bien que les juristes sont des casuistes et qu'on peut trouver assez facilement un juriste qui vous expliquera qu'avec la nouvelle Constitution, on peut faire 2 mandats de plus. Bon, c'est un classique en Afrique, ça a déjà été vu ailleurs. Hein. Oui, mais là, je crois que si on est sérieux, c'est pas crédible. Résultat, le 5 mars, quand le président Ouattara annonce qu'il ne se représentera pas et qu'il passe la main à une nouvelle génération, et notamment à son Premier ministre, Gon Coulibaly. Une nouvelle génération, Henri Konan-Bédier, 84 ans, Laurent Gbagbo, président élu en 2000. La nouvelle génération, c'est pas extraordinaire quand même. C'est vrai, mais ce jour-là, la maladresse, il faut bien le dire, du président Emmanuel Macron, de tweeter directement en félicitant le président Ouattara en grand homme d'État qui donne l'exemple, la Côte d'Ivoire donne l'exemple, que voulez-vous qu'ils disent après, 6 mois après, quand le président Ouattara revient sur son engagement et ses paroles? Oui. Il y a eu effectivement ce que dit le président Ouattara, c'est qu'il y a un cas de force majeure avec effectivement la mort de ce Premier ministre qui était à la fois son dauphin et qui portait les couleurs de son parti. C'est un argument qui est irrecevable? Ce n'est pas un cas de force majeure. Il n'y a pas personne d'autre au RHDP pour porter les couleurs du parti. C'est assez affligeant et déshonorant pour tous ceux qui le soutiennent. Le Premier ministre Bakayoko aurait pu être candidat, Patrick Hachi, qui est secrétaire général de la présidence, aurait pu faire aussi un candidat. Donc c'est effectivement une plaisanterie de mauvais goût. Plaisanterie qui on risque de coûter cher à la Côte d'Ivoire, malheureusement. Jaune. Merci beaucoup Bruno Fanouki pour cet éclairage. Merci à vous Katara Boudiaf. Ainsi se termine cette émission, ainsi va le monde. Rendez-vous la semaine prochaine sur Télé Sud.